bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui c'est donc l'épisode numéro 34, nous sommes passés au mois d'avril et pour faire le point météo tout de suite il ne fait pas beau. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses différentes à aborder, donc j'espère que l'épisode sera pas trop long, mais voilà. D'abord, je voulais parler un petit peu du concours Instagram parce que, comme vous le savez, j'ai fait un concours YouTube et Instagram, deux concours séparés, pour fêter le fait d'avoir dépassé la barre des 1000 abonnés sur les deux plateformes. Et pour cela, en fait, j'avais utilisé la plateforme Gleam pour organiser ces concours parce que ça permettait en fait de simplifier en fait. Enfin, le but au départ c'était de simplifier tout ça parce qu'en fait la plateforme Gleam permet de tout est automatisé en fait, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous inscrire avant le début du concours, vous pouvez pas vous inscrire non plus après. Toutes les données sont confidentielles et surtout c'est une plateforme qui permet de vérifier automatiquement si vous êtes abonné ou non aux différentes plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Et moi, comme c'était un concours pour récompenser les abonnés, évidemment, j'avais pas envie que ce soit quelqu'un qui n'est pas abonné qui gagne. Ça me paraît logique. Donc, Gleam là-dessus, ça me donnait quand même l'impression d'être une bonne option, surtout que quand vous utilisez la version gratuite, ce que moi je faisais parce que je vais pas payer la plateforme Gleam pour le peu de concours que je fais, vous n'avez pas en fait accès aux données, c'est-à-dire que toutes vos données sont encryptées. Je savais juste la localisation, même parfois je la connaissais pas, donc c'est assez vague. Et en fait, c'est au moment où du coup on on tire au sort le gagnant que là on a accès juste aux données du gagnant en fait. Donc ça me semblait être quelque chose d'assez pratique, confidentiel, et qui pour moi allait me faire gagner beaucoup de temps parce que quand on passe par les commentaires, il y a toujours un problème les gens laissent plusieurs commentaires, répondent à des commentaires, etc. Bref. Et notamment sur YouTube, c'est pas forcément, on peut pas toujours voir si le compte vous suit quand les comptes sont en privé. C'est pour ça que j'avais voulu passer par Gleam. J'avais également moi utilisé quand j'avais participé à d'autres concours. Et ce que je trouvais intéressant dans Gleam, c'est qu'en fait, vous pouvez, en tant que participant, si les paramètres ont été faits de cette façon-là, vous pouvez en fait gagner plus de participation, mettons si vous suivez la personne, je sais pas moi, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de récompenser en fait la fidélité des gens sur plusieurs réseaux sociaux. Et donc voilà, j'avais en gros fait un test avec ce concours des 1000 abonnés, j'avais fait un test. Ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'en fait, pour beaucoup, il est plutôt compliqué de s'inscrire sur Gleam. Moi personnellement, peut-être que c'est parce que je parle anglais que je suis habituée du coup à ces plateformes-là. Les premières fois que je l'avais utilisé, j'avais trouvé ça assez intuitif. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes juste pour naviguer l'interface. Et ensuite, je sais pas, 4 jours de la fin du concours Instagram, ça devenait impossible en fait de s'inscrire il y avait un bug au niveau de la plateforme, ça devenait impossible de s'inscrire. Par souci d'équité pour tout le monde, j'ai laissé courir la fin du concours, mais j'ai même pas tiré au sort en fait. J'ai déclaré ce concours nul, donc je l'ai annulé on va dire. Parce que la plateforme ne fonctionnait pas et en plus la cible n'appréciait pas la plateforme. Donc du coup j'ai créé donc un nouveau concours sur Instagram uniquement, donc il y a un post. Je vous mettrai le lien en bas au cas où, si vous ne vous êtes pas encore inscrit. Et donc là tout simplement il suffit de laisser un commentaire sous ce post là et évidemment d'être abonné à mon compte Instagram. J'ai raccourci le temps du concours parce que j'ai remarqué que 2 semaines en fait c'était trop long. Sur la fin il y avait très peu de personnes qui allaient s'inscrire en fait, donc
Donc j'ai lancé le concours mardi, il me semble, de mémoire. Aujourd'hui nous sommes le 5 et du coup le tirage au sort, enfin la fin du concours sera le mardi 10. Non, mercredi 10. Mercredi 10 à minuit. Donc évidemment je n'irai pas tirer au sort à ce moment-là, je tirerai au sort le lendemain matin et j'annoncerai du coup le ou la gagnante sur Instagram. Voilà, ça me paraissait quand même important de faire un petit point là-dessus pour expliquer pourquoi j'ai quand même un peu persévéré sur Gleam, parce que ça me semblait quand même une plateforme qui était intéressante. Je me rends compte qu'elle ne convient pas au public, donc ça, enfin à mon public en tout cas. Donc ça je l'entends complètement et du coup je vais passer sur autre chose, mais voilà, c'était pas trop possible d'expliquer tout ça via Instagram parce que j'aime pas faire les stories, parler où je tiens le téléphone, etc. en selfie. Je suis pas à l'aise là-dessus, je suis beaucoup plus à l'aise quand je peux plus éditer ce que je fais en vidéo, donc voilà, je vais le faire par vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que le concours YouTube lui est terminé, les chevaux est envoyé. Le concours Instagram directement sur une photo Instagram jusqu'au 10 avril. Je rappelle ce qu'il a gagné. Il a gagné donc un écheveau de 100 grammes en 85 superwash mérino, 15% nylon, de laine à chaussettes à rayures teint à la main et avec son mini coordonné, une mini de 20 grammes qui est donc à gagner. Pour répondre aussi rapidement aux questions, non, je ne vends toujours pas, j'y réfléchis, enfin je suis dans un cul-de-sac administratif, pour le moment je ne peux pas vendre légalement. Je fais tout pour résoudre ce problème au plus vite et je pense que ça commencera par une prévente en fait sur Etsy. Une prévente donc où vous... c'est-à-dire qu'en fait vous payez d'abord pour le produit, ce qui me permet moi d'avoir les fonds pour acheter tout ce qui est la laine en gros. Et dans un délai, j'aimerais que ce soit, je sais pas, un mois, ça dépendra de... J'ai pas encore vérifié tout ça, ça dépendra de combien de temps ça prendra. Mais voilà, vous recevez en fait la laine dans un délai plus tard, mais moi ça me permet d'avoir une trésorerie pour pouvoir aussi lancer tout ce qui va être impression des cartes de visite, impression des étiquettes, d'acheter le matos pour les envois. Pour le moment, je n'ai pas les fonds pour faire ça et je pensais au départ passer par un Ulule et au final je me rends compte qu'avec des préventes ça marchera très bien parce qu'Ulule va prendre un pourcentage. Voilà, ça me semblait beaucoup plus simple en fait de passer juste par Etsy et de faire ça en interne. Vous êtes nombreux sur Instagram à soutenir l'idée, donc voilà. Si on passait maintenant au podcast en tant que tel, ce que je porte aujourd'hui, c'est le Mili de je ne sais plus qui est donc un petit pull un peu boxy, raglant, avec des manches, normalement les manches arrivent là, mais moi je n'avais plus de laine, il est cropped, donc il est voilà, il est globalement au niveau de ma taille en fait. Je l'ai tricoté dans une fingering que j'ai teint à la main. C'était des essais de bleu-gris dans ma période bleu-gris. Période bleu-gris qui ne se finit jamais d'ailleurs. Voilà pour ça. Dans ce podcast, on va parler... Alors, on va pas parler de projet fini parce que j'en ai toujours pas. Pourtant, je suis à 5 rangs d'un projet fini. Mais enfin, d'un projet fini. Plus ou moins. Bref, je vous en parlerai après. En tricot, je vais vous parler de 3 projets en cours. Je vais ensuite faire un point sur le blocage parce qu'on me l'a demandé par commentaire. Ensuite, je parlerai filage, teinture et couture. Ça, c'est bien une première fois. Et ben donc voilà, c'est parti. Mon projet en cours principal, il s'agit du gilet Gus de Julie Hoover que je tricote, qui est donc un gilet que je tricote pour une amie. C'est un gilet long, ouvert sans boutonnage, qui se tricote, c'est de la worsted il me semble, qui se tricote à plat en morceaux.
Je le tricote dans la Gilliatt de Dererum Natural Coloris, c'est Cyprès. Et ça, c'est la dernière pièce, enfin le dernier morceau que j'ai à tricoter. Et globalement, en fait, il me reste, je pense qu'il me reste 8 rangs, il me semble. Ouais, ça doit être ça, 8 rangs. Qui en plus sont des diminutions, donc il me reste vraiment 3 fois rien. Mais en fait, hier soir, je me suis rendu compte qu'il était quand même 1h du matin et que c'était ridicule. Donc, comment j'ai fait pour ce gilet? En fait, j'ai tricoté toutes les pièces à plat, sauf les manches, comme vous le voyez, où en fait j'ai tricoté les manches en rond jusqu'au début de la tête de manche, que j'ai ensuite travaillé à plat. Je suis plutôt satisfaite. Alors, le seul truc où en fait j'ai eu un petit bug, j'ai fait celle-ci en première, et en fait, donc j'étais arrivée au milieu de mon rang qui est ici. Je sais pas en fait si on va voir, mais là j'ai un décalage en gros. Parce qu'en fait, je suis arrivée au milieu de mon rang, enfin au début de mon rang en fait, et donc il y avait des mailles à rabattre, évidemment, pour créer le bas de la manche, enfin de l'emmanchure. Et donc j'ai rabattu mes premières mailles, et en fait normalement dans le patron on vous dit, comme c'est fait à plat, donc on nous dit sur le rang droit vous rabattez cette maille, et quand vous repartirez rang envers, vous rabattrez encore cette maille. Et en fait ce que j'aurais dû faire c'est finir mon rang cette maille avant mon marqueur de début de rang, rabattre 14 mailles, et voilà, donc là je l'ai pas fait, en fait j'ai rabattu comme le disait le patron, mais du coup ça me fait un petit décalage là. Je pense que je pourrais le rattraper au moment de l'assemblage, alors que là du coup j'ai quelque chose qui est beaucoup plus net. On voit pas grand chose hein, parce que voilà. Et donc évidemment quand on passe d'un tricot à plat en rond, d'ailleurs je ferai un petit point un peu plus long là-dessus sur un prochain podcast, là comme je parlais également du blocage, c'était pas possible mais on me l'a demandé. J'avais enlevé du coup les 2 mailles lisières pour faire ma manche en rond, et du coup évidemment je les ai remises en fait une fois que je suis passée à plat, donc en fait j'ai juste fait une augmentation de chaque côté, histoire d'avoir les valeurs pour mes mailles lisières, enfin d'avoir mes mailles lisières tout court. J'ai donc fait les manches se sont tricotées très vite. Et j'ai bloqué mes pièces du corps, donc mon dos et mes deux devants. Et j'ai commencé à coudre. Alors j'ai commencé par une des poches. Je me suis dit que ça allait me mettre en jambe pour le reste, parce que j'ai un petit peu peur de tout rater une fois que je vais me mettre à assembler, même si bon ça reste que des fils, je peux les couper. Ce qui est bien, c'est que du coup, là j'ai juste cousu les bords de la poche, et ça tombe quand même beaucoup plus plat qu'avant. Hein. Je vous rappelle qu'avant on était plus sur... Enfin là depuis que je les ai bloqués ça va mieux, mais c'était quand même pas très jojo. Là du coup on est sur quelque chose de beaucoup plus plat. Je suis très contente du résultat. Il faudra probablement fermer les petits trous sur les côtés, mais c'est quand même déjà très bien. Et j'ai monté hier soir les épaules. Et alors les épaules, j'en suis pas méga contente. Déjà parce que mes 2 pièces, en fait, ce qu'il y avait à assembler n'était pas de la même longueur. Donc déjà j'ai commencé un petit peu à paniquer. Au final, ce que j'ai obtenu, je vais me rapprocher un peu, c'est ça. Et j'en suis pas méga contente parce qu'on voit quand même les choses en dessous. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, mon assemblage, pour le moment, je vais laisser en attente. Et quand je verrai mon amie Justine à Bière-Hélène, qui est notre groupe de tricot à Nantes, si vous souhaitez nous rejoindre, je laisserai le lien vers le groupe en bas. Qui elle est habituée à assembler, et du coup elle pourra me donner des conseils. En fait ce qui m'embête c'est que du coup ça tire vachement, enfin ça étire vachement toute cette partie là que je trouvais très très jolie. Mais du coup si je l'enfile, on a en fait voilà
Les épaules sont là. Elle fait globalement la même carrure que moi, donc c'est... Voilà, on a ça. Là, on a encore des mailles en attente parce qu'en fait, on viendra faire un petit col assez droit par la suite. Et puis, bah, après, moi, il me restera plus qu'à monter mes emmanchures qui m'ont l'air très très larges. Ah ben... C'est ça qui m'embête quand on fait des trucs en taille en tricot à plat, c'est qu'en fait on se rend compte de si ça fonctionne ou pas une fois qu'on a fini tous nos trucs. Alors que quand on les monte en rond, on arrive quand même à voir encore... Enfin voilà, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris le temps de convertir le corps en joignant en fait les 3 pièces directement pour les tricoter ensemble. Parce que du coup, bah, par exemple, mes poches, j'ai l'impression qu'elles sont pas tout à fait à la même hauteur. Je sais pas si mes 2 devants sont de la bonne longueur. Enfin, voilà, je trouve que quand on mesure, c'est toujours plus risqué de, je sais pas moi, tirer un peu plus le tissu et du coup de fausser un petit peu la prise de mesure. Donc on va voir, hein, si c'est pas bon, bah, c'est pas grave, on défera puis on refera. Ce qui m'embêterait beaucoup parce que ça décalerait beaucoup tout ce que j'ai à faire, mais c'est quand même tricoté relativement vite. Donc voilà. Donc pour le moment, je pense qu'il va être en pause jusqu'à mardi prochain. Je vais déjà finir ce qui me reste de la manche. Et puis voilà. Oui, quand j'ai lavé du coup quand j'ai mis à bloquer mes pièces du corps, j'ai remarqué que je trouvais que la laine humide sentait une odeur vraiment très très bizarre. Donc de toute façon, comme je vais le rebloquer une fois que c'est un pré-blocage, on va dire, une fois que j'aurai tout monté, que j'aurai fait le col, parce que sinon ça voudrait dire que les manches et le col ne seront pas bloqués et ça me plaît pas. Je verrai s'il y a encore cette odeur ou si c'était, je sais pas, un accident. Je ne sais pas. Mon projet suivant, il s'agit du Soldotna Crop de Caitlin Hunter, qui en fait est un peu au même stade que la dernière fois que je l'ai montré, mais avec des couleurs différentes, puisque j'ai changé le violet que j'avais pour du jaune qui se voit plus en fait. Pour les coloris. Les seuls coloris qui sont achetables dans le commerce, achetables, que vous pouvez acheter dans le commerce, il y a ce bleu qui est la Toche Merino Light de Madeleine Toche, le coloris c'est Cousteau, et le jaune qui est la base Amelia de Ovelia Negra, le coloris c'est 34. Le reste, ce sont des choses que j'ai teints, c'est soit des restes, soit des essais, soit des écheveaux solitaires qui traînaient là. Du coup, le problème que j'avais eu la semaine dernière, c'est que le violet, en fait c'était le coloris Flamingo qui est ici, de mon petit rêve. J'adorais ce coloris, mais en fait il n'y avait pas assez de contraste pour qu'il se voit. Du coup j'ai switché avec le jaune et on a un meilleur contraste, et j'ai également revu ma tension en fait au niveau du croisage des fils à l'arrière. Je croise une maille sur 2, ce qui fait que j'ai une tension beaucoup plus régulière. Et au départ je pensais faire 2 rangs unis entre parce que du coup on a 2 rangs de jacquard, un rang uni, 2 rangs de jacquard, un rang uni. Moi je pensais mettre 2 rangs unis pour je sais pas, pour me simplifier la vie, et en fait je pense que c'est ça qui aussi décaler un petit peu ma tension, parce que du coup, ça marche mieux comme ça maintenant. Donc j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé parce que si je me lance dedans, en fait c'est très addictif, comme chaque rang est un peu différent. Et que je voulais avancer le gus, voilà. Mais bon, vu que là mon gus va être en pause, je vais avoir le temps de travailler sur le Soldotna. Que je suis très pressée d'avoir parce que avec le temps qu'il fait maintenant, les crops c'est quand même un peu plus portable, donc voilà. Hop. Et mon 3e projet en cours, c'est une paire de chaussettes qui est ici, donc chaussettes à la vanille toute simple que je tricote pour ma nièce.
Le coloris de la laine, c'est la Head Over Heels All Stars de Stylecraft. Le coloris c'est Splash, comme je disais, hein, c'est une 75% laine. C'est pas fantastique, mais en même temps je pense qu'elle tiendra bien dans le temps. Je me suis arrêtée au talon. En fait, j'ai fini les augmentations pour le gousset. Je suis arrivée à l'arrière du talon, au talon renforcé. Je l'ai commencé en fait samedi. On avait bière Hélène le samedi après-midi. Et globalement, je me suis dit que ça servait à rien de faire ça à ce moment-là parce qu'on papotait. Et c'est l'endroit où en fait il faut que je me concentre, comme c'est un Eye of Partridge heel flap. À chaque fois qu'on est sur le rang en 3, en fait, c'est un jeu de maille glissée mais qu'on décale et j'arrive pas à lire mon tricot en fait dans ces cas-là. Et donc j'ai besoin de noter tout ce que je fais et là en papotant c'était pas possible. Donc je suis pressée en fait de finir le talon histoire de pouvoir repasser sur du jersey en rond qui prend moins la tête. Et voilà. C'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine. On va passer au blocage. Alors, le blocage, en fait, ça consiste à, enfin, pour résumer très rapidement en 2 mots, quand on a fini son projet, on le lave, on le sort très légèrement et on le laisse sécher à plat pour qu'il prenne sa forme finale, on va dire. Pourquoi on bloque ? Pour commencer, on bloque parce qu'en fait, un fil, ça a une torsion en fait naturelle. Puisque vous savez comment est fait un fil. Un fil, c'est fait en tordant dans un sens, puis on met 2, 3, 4, 5, 6 fils ensemble et on les tord dans l'autre sens et ça crée une tension qui fait qu'en fait le fil se tient. Mais du coup, voilà, dans ce fil, en fait, il y a une torsion et quand on tricote, on rajoute en fait une torsion. Et donc, pour que les mailles se mettent bien, pour que tout se lisse, il faut un peu... moi, je vois ça un peu comme quand vous vous attachez les cheveux. Enfin, j'ai les cheveux qui marquent très vite, en fait, ce qui fait que moi, quand je m'attache les cheveux, ils vont très vite prendre la forme du chignon, ils vont prendre la forme de l'élastique. Et quand on les relave, hop, ils reviennent à leur forme normale. Et quand ils sèchent comme ça, ils gardent leur forme. C'est un peu la même chose pour la laine en fait. Donc on va la laver et installer le tricot suivant les dimensions désirées, suivant la forme désirée. Et en laissant sécher la laine dans cette position-là, on fixe un petit peu la forme. Le lavage aussi, il permet de... Il y a certaines laines qui ont en fait des résidus d'huile de filage par exemple. Je sais que si vous avez tricoté avec la Holzgarn, par exemple la Super Soft, elle a beaucoup d'huile de filage et surtout en fait, quand on la bloque, quand on la lave, elle s'ouvre, ça permet en fait de révéler tout le potentiel de la laine si on veut. J'essaierai de mettre une photo que j'avais prise quand j'avais mi-bloqué un pull que j'avais tricoté en super soft et on voit très bien en fait la différence de la laine entre le bloqué et non bloqué. J'essaierai de vous mettre ça là. Donc ça permet d'enlever les impuretés de la laine, ça permet d'enlever toute la crasse que vous avez pu mettre en y tricotant, parce que mine de rien on tricote avec nos mains qui sont pleines de choses. Bref. Et puis ça permet en fait d'obtenir le rendu final de la laine, dans le sens où par exemple les laines superwash grandissent beaucoup au blocage parce que c'est lié en fait à la transformation qui a été imposée à la laine dans le traitement superwash. Donc il faut en fait bloquer pour vraiment avoir la forme finale du pull et ça permet, comme je disais, en fait de lisser les irrégularités. Je sais pas si on va beaucoup le voir ici parce que la laine est déjà très régulière. Mais ça c'est pas bloqué, ça c'est ce que j'ai bloqué. Alors là dans mon retour pourri je vois pas si on voit très bien, mais
Ceci dit, elle était déjà très régulière avant, mais là je sens déjà qu'elle est plus douce ici, maintenant qu'elle a été bloquée. Enfin, voilà. Quand est-ce qu'on bloque? Souvent les patrons précisent en fait quand bloquer. Euh, le plus souvent c'est quand même quand le tricot est terminé, complètement terminé. Mais là vous voyez par exemple avec mes différentes pièces à ajouter, il y a eu une étape où j'ai fait un pré-blocage parce que j'avais besoin d'avoir la forme finale de mes pièces. Euh, Également pour les sticks, il me semble qu'il faut du coup bloquer avant de couper son stick. Je crois, je suis pas sûre. Mais voilà, il y a des exceptions où on va pas bloquer à la fin du tricot, mais un peu avant. Qu'est-ce qu'on bloque? Les fibres naturelles vont avoir plus besoin d'un blocage que les fibres synthétiques, c'est-à-dire que si vous bloquez un 100% acrylique, ça va certes lisser votre fibre, mais en fait vous n'allez pas en obtenir tous les bénéfices qu'il y aurait sur une laine naturelle. Alors moi j'ai jamais bloqué de coton ni de lin, du 100% je veux dire. Donc je parle vraiment que pour tout ce qui va être laine, que ce soit du mohair, etc. Enfin du mohair, du mérino, toutes ces choses-là, j'ai pas bloqué de 100% coton, non. Mais donc on me demandait est-ce qu'on peut bloquer de l'acrylique ou est-ce qu'on doit? Alors on peut le faire, hein, ça fera jamais de mal, mais en fait votre laine va pas forcément gonfler, va pas forcément grandir plus que ça, c'est plus que voilà, vos mailles vont se lisser, votre tricot sera plus régulier. Comme je disais, on a certaines fibres qui grandissent beaucoup lors du blocage, donc c'est le cas pour le superwash, c'est le cas aussi pour l'alpaca grandit, je sais que certains bébés mérinos grandissent aussi, et c'est pour ça en fait que c'est important de bloquer son échantillon, c'est important de faire un échantillon déjà et de le bloquer ensuite pour voir en effet que la laine grandit, enfin bouge du moins pendant le blocage. C'est pour ça que normalement si on est un bon élève, on mesure son échantillon avant et après blocage. Je le fais jamais, hein. Je préfère vous le dire, mais bon. En théorie c'est ce qu'on devrait faire. Il y a certains types d'ouvrages qui appelleront plus au blocage que d'autres. Par exemple, si vous faites quelque chose en dentelle, il faudra impérativement le bloquer parce que c'est là en fait que vraiment votre point de dentelle va s'ouvrir. Alors que par exemple pour des chaussettes, moi je bloque. Au final, je bloque vraiment mes chaussettes uniquement parce que pour les prendre en photo c'est plus joli, mais sinon on peut les porter directement comme ça. On peut vraiment sauter l'étape, alors que c'est vrai que pour un pull, pour un châle, pour donner une belle forme, soit arrondi, soit enfin voilà, avoir des belles arêtes, etc. Le blocage c'est quand même important. Maintenant, on va passer à comment on bloque un tricot. Déjà, il y a deux écoles au niveau de qu'est-ce qu'on fait des fils. Moi, je sais que personnellement, je rentre les fils avant et je les coupe. Il y en a d'autres qui attendent d'avoir bloqué pour couper parce que du coup le fil va un petit peu bouger et bref. Chacun fait un petit peu comme il veut. Donc pour bloquer, en fait, on fait tremper le tricot dans un bain. Une eau plutôt tiède pour éviter les chocs thermiques, donc ni trop chaud ni trop froid. Dans cette eau, vous rajoutez un petit peu de quelque chose pour laver. Donc soit vous y mettez votre lessive à laine en petite quantité, ou vous avez du soak, ou il y a Ocalan aussi qui fait des choses, enfin bref, tout ce qui va être lessive à laine. Moi personnellement, je fais ma lessive à laine avec du savon de Marseille, un petit peu de vinaigre blanc, des petites choses comme ça. Et ça fonctionne très bien. Et c'est zéro déchet. Si la couleur dégorge quand vous le mettez dans votre bain, ce qui peut arriver régulièrement, puisque c'est la première fois en fait que la laine que vous avez achetée va être en contact avec l'eau,
Si la couleur dégorge, il faudra répéter en fait un petit peu plus cette opération là. Donc si au rinçage vous voyez qu'il n'y a plus de couleur qui dégorge, ça va, sinon vous refaites un petit bain. Voilà, suivant la lessive que vous employez, vous rincez ou non. Ce qui est important, c'est de presser l'eau, mais ne pas tordre votre tricot, puisque vous allez tirer les fibres dans un sens complètement improbable, et ça, on ne veut pas. Voilà, quand vous avez rincé, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de lessive, il n'y a plus rien, vous pressez l'eau, et ensuite vous mettez une voire deux serviettes par terre, vous y mettez votre tricot bien à plat, vous roulez, et vous venez marcher dessus, comme ça, pour faire sortir l'eau, mais sans en fait tordre la fibre. Ensuite, il faut faire sécher à plat. Pour le support, vous pouvez utiliser un petit peu de ce que vous voulez. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé en fait mon lit sur lequel je mettais une serviette, j'épinglais, et puis du coup, j'essayais de faire ça le matin. Et puis le soir, au moment de me coucher, j'enlevais la serviette, je le mettais soit par terre, soit à ce moment-là, mon tricot était plus ou moins sec, donc voilà. Vous pouvez faire ça sur un canapé, sur un tapis, si vous avez de la moquette chez vous, c'est génial. Enfin, moquette c'est pas cool, mais c'est pratique pour bloquer. Si vous avez, je sais pas moi, un tapis de yoga, les tapis de camping en mousse, moi j'ai acheté pour 5 balles je crois, plein de dalles comme ça de tapis de jeu pour enfants. Alors on voit bien que moi je l'ai utilisé pour ça parce qu'il y a plein de, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a plein de petits trous de mes épingles. Mais ça c'est très pratique parce que du coup vous pouvez faire la forme que vous voulez. Donc si vous avez quelque chose de vraiment très long, vous pouvez les mettre les uns derrière les autres. Si vous avez au contraire quelque chose de carré, rectangulaire, bref, vous comprenez l'idée. Donc voilà. Au-dessus, moi je rajoute une serviette. J'aime bien utiliser les serviettes de sport parce que du coup elles sont fines mais je trouve qu'elles s'absorbent bien. Et elles sèchent rapidement derrière en fait, donc on peut les faire tourner. Donc vous mettez une serviette entre les deux quand même pour absorber. Et vous épinglez si besoin. Moi j'ai tendance à toujours épingler parce que je suis un peu... j'ai l'impression que ça marche mieux comme ça. Et vous n'êtes pas obligé, enfin vous tirez pas comme un malade. Pour épingler, on peut utiliser des petites aiguilles en T, enfin des épingles pardon, en T comme ceci. N'utilisez pas des aiguilles des épingles, je vais y arriver, de couture, les épingles traditionnelles qui sont elles beaucoup plus fines parce qu'elles vont rouiller et ça va tacher votre laine. Donc celle-ci ne rouille pas, j'en ai un petit peu de partout, hein, ça se trouve facilement. Donc vous pouvez utiliser ça. Mais ce qui est très pratique, ce sont les peignes de blocage, j'en ai déjà parlé. Voilà, qui sont des peignes avec des dents. C'est très pointu, mais c'est pratique parce que ça vous permet en fait de répartir la tension de votre blocage. Quand vous bloquez avec une seule épingle, toute la tension est sur un point, donc vous avez tendance à avoir un espèce de... presque un picot en fait, alors qu'avec le peigne, vous avez une tension qui est mieux répartie sur la bordure. Et ça bloque mieux. Il existe aussi des câbles de blocage. En fait, vous le passez au niveau de votre bordure. Et comme ça, il vous suffit de mettre quelques épingles et le câble vient aider à garder une forme régulière. J'ai entendu dire à plusieurs reprises que les câbles de frein de vélo fonctionnaient très bien pour ça et étaient beaucoup moins chers que les câbles de blocage qui sont vendus par les marques de tricot. Comme je disais, sauf si vous avez de la dentelle ou sauf si le patron vous le recommande, ça sert à rien de tirer comme un malade. Il faut vraiment en fait lisser la fibre et lui donner le rendu le plus proche de ce que vous attendez en fait de votre tricot. Si vous avez tricoté une maille épaisse, si vous avez plusieurs épaisseurs, c'est par exemple du jacquard, je conseille de changer relativement régulièrement la serviette. C'est pour ça que j'utilise des serviettes de sport, parce que comme ça, elles sèchent vite entre les deux. J'en ai deux et puis je les échange régulièrement. De en fait retourner le côté de votre ouvrage et voire même le mettre sur l'envers. Je sais qu'avec le jacquard, notamment quand j'ai fait des choses en lait lopi qui est très épaisse, qui est de la worsted, que j'avais, voilà, quand on a 4 couches à faire sécher, c'est pas mal de le faire sécher un petit peu en toutes les positions. Ce qui permet en plus de
Enfin, moi j'aime bien faire ça sur les vêtements, ça permet en fait de changer la ligne de blocage parce qu'évidemment, un pull ça reste quelque chose qui est en volume. Quand vous bloquez à plat, vous avez tendance à avoir un petit peu une marque là. Quand on bouge un petit peu ces choses là, ça permet de réduire un petit peu cette marque, ce qui fait que quand vous le portez, vous n'avez pas une espèce de trait. Voilà. Est-ce que j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer? Presque. En parlant de bloquer des choses en volume, pour bloquer notamment des bonnets, des chaussettes, ce genre de choses, des trucs qui sont en rond, vous pouvez certes les bloquer à plat, ou ne pas les bloquer du tout. Mais par exemple, pour un bonnet, il y a juste à utiliser quelque chose de sphérique. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent des ballons de baudruche, ou un ballon, un ballon pour enfants. Enfin, je sais pas moi, si vous avez un saladier ou un bol ou quelque chose qui est vraiment qui a la bonne forme en fait, qui a la forme de votre tête, vous pouvez mettre à bloquer là-dessus. Pour tout ce qui va être chaussettes, mitaines, donc des choses cylindriques, il existe en fait des bloqueurs comme ceci. Moi, celui-ci, je l'ai acheté, enfin j'en ai deux, hein. C'est plus pratique pour les chaussettes. Je l'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la description. Mais je me souviens qu'au départ, j'en avais fait avec un cintre, en fait, un cintre en métal, que du coup j'avais modifié la forme pour globalement avoir ça. Ce qui permet, voilà, en fait, de bloquer ces chaussettes. Donc on peut se le faire très facilement. Je crois que j'ai tout dit sur le blocage. Si j'ai oublié des choses, voilà, n'hésitez pas à rajouter même vos expériences personnelles dans les commentaires en dessous, ça peut toujours aider des gens. On va passer au filage et c'est la section que je vais appeler la malédiction des bobines, puisque ma deuxième bobine a cassé pendant que je filais. Si vous vous rappelez un petit peu la dernière fois, c'était quand j'étais en train de retordre mon fil pour mon Darkwater. Une première bobine avait cassé et elle était assez remplie, donc je pensais que j'en avais trop mis. Là globalement hein, elle n'était pas remplie du tout, mais en fait il y a juste une fragilité j'imagine au niveau des bobines. Donc j'étais bien furax à un moment où c'est arrivé, j'ai tout lâché, j'ai coupé le machin et je me suis barrée parce que ça m'a vraiment saoulée. J'ai contacté la boutique parce qu'en fait mon rouet il est fait par une petite boutique sur Etsy, c'est pas un gros producteur en fait qui fait ça. J'ai contacté la marque et comme à chaque fois que je leur écris, dans les 2 minutes qui suivaient, j'avais une réponse. Ce que je trouve à chaque fois complètement dingue. J'avais une réponse et du coup, on va dire que c'est la nana hein, qui m'a dit, je sais pas si c'était une femme, un homme, je ne sais plus. Mais en tout cas, la nana m'a dit qu'en effet, il y avait un problème avec leur plastique, qu'ils avaient changé depuis de plastique, donc il fallait que je leur envoie mes bobines aux États-Unis, ce qui me fait un petit peu chier, pour qu'ils les réparent. Voilà, tout ça m'embête un peu, mais en même temps, c'était aussi le risque d'acheter via une boutique et non pas via un revendeur plus... comment dire, enfin, vous voyez très bien ce que je... Bref, voilà. J'ai du coup... j'ai coupé mon fil en fait, et il faut que je trouve le courage de mettre ça en cake parce que en fait je peux pas laisser sur la bobine parce qu'en fait là je sais pas si on voit si le truc fluo en fait c'est mon leader qui est en fait attaché entre la jointure entre le bois de la bobine et le plastique et donc en fait ça m'avait déjà beaucoup embêté la première fois pour vider ma bobine cassée, donc là pour le moment je l'ai mise de côté et je m'en occuperai plus tard parce que là j'ai pas la patience. Et donc j'ai installé ma troisième bobine, la seule qui reste entière, et j'ai remarqué qu'elle a déjà en fait des petites fissures au niveau de la base, donc en fait je pense que je vais filer jusqu'à la casser et je vais renvoyer les trois en même temps, comme ça au moins on changera les trois, et voilà. Je suis donc toujours sur la même fibre, hein. J'ai au final réussi à filer le premier ruban que je pensais feutrer en fait en l'étirant vraiment en ruban fin.
j'ai quand même réussi voilà, à la filer, ce qui fait que bah, je vais avoir beaucoup plus de rose que prévu, c'est pas grave, j'utiliserai pour autre chose. Et du coup bah, j'ai beaucoup plus de variations dans mes couleurs, donc ça c'est bien. Je pense qu'il doit me rester un peu moins, beaucoup moins même de la moitié à filer. Et j'espère que voilà, j'arriverai à faire au moins finir de filer mon single et pourquoi pas faire le retors avant que la bobine casse. Puis au pire, voilà, si la bobine casse, je pourrais toujours faire mon retors au fuseau, mais ce sera beaucoup plus long. Passons à la teinture. La raison pour laquelle voilà, j'ai moins tricoté dernièrement, c'est parce que je teins beaucoup plus. J'ai de nouveaux coloris à vous présenter. Cette fois-ci, ils ont des noms. Ça y est, je commence à nommer mes coloris. Ici, on a donc Lorem Ipsum, qui est en fait la reproduction des chaussettes, enfin du coloris que j'avais utilisé pour les chaussettes pour mon frère, qui était donc un mélange de, on avait du bordeaux, du gris, un vert olive et un marron. J'ai pas fait de mini pour celui-ci pour le moment parce que voilà, c'est comme ça. Mais donc on a ce premier coloris et on a Murphy's Law ici qui est donc un mélange d'un bleu-violet un peu pervenche, un vert turquoise, un vert olive et un gris très clair. Pour cela j'ai fait un petit mini qui va avec dans le bleu turquoise foncé que j'aime beaucoup. Je sais pas comment vont ressortir les couleurs et la caméra, encore une fois, j'ai un très mauvais retour. Évidemment, si vous êtes le gagnant du concours Instagram, ces coloris-là seront aussi disponibles. On pourrait également choisir ces coloris-là. De toute façon, si vous gagnez, je vous enverrai un petit message et puis on s'organisera entre nous. Et en teinture, j'ai également j'ai eu la chance de participer. En fait, Justine, qui organise la rencontre Bière Hélène à Nantes, avait envie de se mettre à la teinture végétale et donc avait acheté un kit. C'était pendant l'AEF, il me semble. Elle avait acheté un kit de Garance. Et donc elle m'avait dit bah, j'aimerais bien le faire, mais j'ai un peu peur de m'y mettre toute seule. Est-ce que tu peux venir? Donc on s'est fait une après-midi teinture végétale. Alors moi j'avais jamais teint avec la Garance, hein. La seule teinture végétale que j'ai faite c'était avec de l'avocat. Et donc il n'y avait pas tout cet aspect de mordancer avant sa laine, etc. C'était beaucoup plus simple. Puis surtout moi j'avais teint 100 grammes il me semble de mémoire. Là elle avait quand même 3 échevaux de 100 grammes, donc c'était pas tout à fait pareil. Donc, avant que j'arrive, quelques jours avant, elle avait déjà préparé son mordançage. Si vous voulez voir toutes les étapes, elle a fait une petite story qu'elle a mis en une. Je vous mettrai son compte Instagram en bas. Où en fait elle montre toutes les étapes, c'est très intéressant à voir. Et moi j'ai filmé tout ce qui est la partie teinture. Je vous ajouterai là la vidéo que j'ai prise en accéléré. Donc elle avait déjà fait le mordançage qu'elle avait fait à l'Alain, de mémoire, oui c'était de l'Alain. Et donc il restait à faire pour cet après-midi-là la décoction de la Garance et la teinture en elle-même. Donc pour la décoction, elle avait mis la veille, il me semble, la poudre de Garance à tremper dans de l'eau pour qu'elle gonfle en fait. Donc là on voyait déjà que l'eau prenait une certaine couleur, hein, mais donc on fait gonfler dans une eau froide en fait, hein. On n'y ajoute pas du tout de chaleur. Et donc ensuite on est passé à la décoction, c'est-à-dire qu'on a mis, on a fait chauffer en fait la Garance gonflée dans de l'eau. Alors il me semble qu'on l'a montée à 70 degrés. On a fait ça très lentement, on l'a montée à 70 parce qu'il me semble que quand on dépasse ça, Nathalie de By Night Création avait dit que la Garance brunissait. Et Justine avait plus envie de tirer vers le rosé en fait. Donc on a fait chauffer cette décoction, puis on l'a laissé refroidir à l'extérieur au maximum.
Et ensuite on est venu séparer la décoction liquide de la poudre, donc on l'a passé en fait dans un torchon qu'on a fini par essorer à la fin. Et c'est vrai qu'on avait un très beau rouge. Sur le torchon on avait un rose qui était très chouette, mais qui évidemment tiendra pas parce que le torchon n'avait pas été mordancé, donc de toute façon. Et on est passé à la teinture. Donc je crois qu'on a mis 3 litres, il me semble, au total d'eau. Avant d'y mettre les échevaux, on les a rincés avant pour enlever le surplus d'alun, et on a mis ça à chauffer. Alors très rapidement, la couleur a pris, et on était quand même plus sur un orangé. On est monté jusqu'à 75 degrés, il me semble, parce que certaines infos disaient 70, d'autres 80, donc on a pris entre les deux, parce que on avait quand même envie d'avoir le maximum de couleurs, et surtout que la couleur reste. Donc on a laissé ça. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à ces 75-80 degrés, on a fermé et on a laissé en fait prendre 10 minutes. Puis on a coupé tout ça, on a laissé refroidir à l'extérieur, et on a rincé. Donc c'était déjà beaucoup plus long que prévu, hein, mais ça... je m'en doutais, et en même temps on n'arrive jamais à... Puis en plus on discutait, etc. Donc je vous raconte pas. Le résultat, moi j'ai vu le résultat que humide, donc on a un orange quand même assez soutenu, qui tire un peu sur le corail. Quand on a rincé la laine après la teinture, on a également fait un petit bain rapide, mais à l'eau tiède / froide, de savon de Marseille, histoire de quand même voir comment ça allait réagir. J'ai pas l'impression qu'on ait eu beaucoup de changements de couleur. Par contre, le rinçage était très long parce que moi je suis habituée à mes teintures industrielles où en fait je rince un peu pour vérifier que la teinture a bien prise, je lave un peu pour enlever, voilà, mais en fait c'est tout ce que j'ai à faire, et l'eau est quasiment directement claire, et voilà, je rince, je lave, je re-rince, et puis basta quoi. Là non, ça a pris quand même beaucoup de temps. Et surtout, en fait, on a eu... alors, je sais que ma casserole était peut-être pas suffisamment grande pour avoir vraiment un rendu très uni. C'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps à bouger les échevaux dans la casserole. Je sais que normalement, il faut pas trop perturber la laine quand elle chauffe. Là, comme on disait de la superwash, on pouvait quand même se permettre de la bouger sans que ce soit très très grave. Et surtout, en fait, on avait une sonde, et avec cette sonde, on se rendait vraiment très bien compte que en haut, il y avait quand même un écart de température assez important entre le haut de la casserole et le fond. Et du coup, pour être sûr que toutes les couleurs, pour que ça prenne le plus uniformément possible, voilà, j'ai essayé quand même de faire un mouvement de retournade des chevaux. Mais on a quand même des belles variations de couleurs, et surtout suivant la luminosité, la couleur ressort pas du tout de la même façon. C'est super intéressant. Je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner une fois sec. J'espère qu'elle va nous les emmener à la prochaine soirée Bière-Hélène. Et je suis surtout pressée de voir ce qu'elle tricote avec. On n'a pas conservé le bain, parce que globalement en fait il était relativement jaune, il y en avait beaucoup, on n'avait pas de quoi le stocker. Par contre, Justine a conservé en fait les grains la poudre de Garance, pour pourquoi pas faire une deuxième décoction et voir quelle couleur on peut en tirer, et peut-être que là elle ira plus vers ce orangé rose clair qu'elle cherchait. Donc il y aura pourquoi pas une deuxième tentative de teinture végétale, si elle veut bien de moi lors de cet après-midi-là. Et puis j'ai vu qu'elle conservait déjà de l'avocat pour faire une teinture à l'avocat qui là est beaucoup plus simple. Voilà, si jamais elle me convie à cet après-midi-là, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo tuto comme vous me l'aviez demandé, parce que sa cuisine se prête plus à filmer que la mienne, parce que je n'ai pas de trépied et autres, et en fait au-dessus de sa cuisinière, elle a en fait un placard
sur lequel du coup on peut poser le téléphone pour qu'il filme de dessus. Moi j'ai rien de tout ça en fait au-dessus de ma cuisine, enfin de ma cuisinière en tout cas. Donc c'est beaucoup plus dur pour moi de filmer, de faire quelque chose de propre qui soit pas trop embêtant. J'ai pas voilà, à tenir le téléphone tout le temps. Bref, ça c'était notre après-midi teinture. On a fait ça mercredi. Et c'était. Oui, mercredi, et c'était bien chouette. Pour terminer, on va parler couture. Alors, je sais, c'est dingue. Ça m'a pris comme une envie de pisser hier soir à 19h30. Je me suis mise à faire des sacs à vrac. Alors, donc il était 19h30. Hein. J'ai sorti en fait des vieux t-shirts et autres que je n'utilisais plus. Mais en fait, j'avais pas beaucoup de coton, j'avais quand même principalement des choses en jersey, ce qui fait que le jersey, forcément, à coudre, c'est beaucoup plus chiant et j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, mes affaires sont quand même relativement moches, je préfère prévenir. Je vais vous montrer vraiment du sale. Alors, il y a eu de l'évolution, hein. Je vais commencer par le premier. Je pense le premier, on est voilà, sur un petit pochon comme ça. Ce que je tenais quand même à faire, c'était des coutures anglaises, c'est-à-dire que en fait, du coup, à l'intérieur de mon... Ça, c'est l'envers de mon sac, c'est l'intérieur. Toutes les coutures sont en fait... Comment dire? Il n'y a pas de bord franc en fait. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on va mettre des aliments, il ne va pas y avoir de fil, de... Voilà, ça me paraissait important de faire ça. Par contre, du coup, j'ai aussi un problème de tension en ce moment sur ma machine, parce qu'il faut savoir que ma machine, pour le moment, je l'utilise principalement pour coudre mes étiquettes sur mes pulls, non en laine. Et en fait, j'utilise pas du tout la machine en tant que telle, je l'utilise à la main. Bizarre ce bruit. Donc, comme j'utilise à la main, donc je pense que depuis il y a un problème de tension, ça se voit très bien d'ailleurs au dos. Il faudrait que je sais pas, la prochaine fois que ma mère viendra sur Nantes, je la mettrai sur ma machine pour qu'elle la règle. Mais de toute façon, j'avais pas le temps de niaiser hier soir, donc j'y suis vraiment allée un petit peu à l'arrache, en voyant donc les couleurs, j'ai pris ce que j'avais, enfin, bref. Enfin, j'ai surtout pris ce que j'utiliserai pas pour d'autres trucs, c'est-à-dire là j'ai un orange, voilà, je vois pas trop quand je vais coudre du orange, donc j'ai mis du orange là. J'ai utilisé un lien en coton pour fermer, c'est vraiment le truc tout basique, mais ça fera la blague. Donc après je suis passée du point zigzag à un point droit, j'ai essayé de faire un espèce de petit ourlet. En fait j'ai l'impression que déjà mon jersey il était de traviole, donc en fait quand je faisais mes coutures déjà ça se barrait en cacahuète. J'ai décidé que c'était pas grave, que voilà, c'était vraiment histoire de... J'en ai fait un grand qui alors là est encore plus moche que ceux d'avant, mais c'est pas grave, il servira. Le but c'était de pas jeter. Là j'ai fait un double cordon que j'ai perdu d'ailleurs. Il est là. J'ai fait une double fermeture. Hop. Et la petite astuce que j'ai trouvée qui était bien pratique si vous avez comme moi la flemme, j'avais un t-shirt à manches longues qui était très fin au niveau du... Le tissu était vraiment très fin, donc ça m'intéressait parce que ça serait moins lourd sur les balances. Et en fait, j'ai pris les manches, j'ai coupé. Mon ventre gargouille parce que je me suis levée un petit peu tard, donc du coup j'enregistre un peu tard et comme j'ai plein de choses à raconter, ça traîne. Donc j'ai pris ma manche, j'ai coupé ma manche en deux. J'y ai fait voilà, une petite couture anglaise toute simple pour faire un fond. Et j'ai utilisé du coup l'ourlet du bas de la manche pour me faire mon passant pour mon lien. Et du coup j'en ai fait deux. Alors là j'ai même plus fait de passant en fait. Parce que le problème c'est que on a beau serrer, il reste quand même une ouverture. Donc je me dis bon, quand on met des fruits et autres on s'en fout un peu. Mais pour des trucs un peu plus fins, ça peut être pratique d'avoir vraiment un lien qu'on ferme. Donc en fait tout simplement ce que j'ai fait c'est que là c'était l'autre bout de ma manche en fait.
J'ai enlevé la tête d'emmanchure quand même, enfin la tête de manche. Voilà, j'ai juste fait mon fond. Alors comme vous voyez, c'est des trucs que j'ai aussi beaucoup portés et qui sont déformés, je pense. Mais mes coutures sont pas alignées, on s'en fout. J'ai pas fait d'ourlet en haut, hein, ça a pas l'air de s'effilocher plus que ça. Et j'ai juste mis quelques points en fait sur mon petit cordon ici pour qu'il tienne. Et puis voilà, j'ai un petit pochon. J'ai trouvé encore d'autres fringues. J'ai mis mon coloc devait faire un tri de sa garde-robe. Je lui ai dit si t'as des chemises dans un tissu assez fin, quelque chose comme du coton, une cotonnade fine, plutôt que de coudre dans du jersey, parce que le jersey c'est chiant. Surtout le jersey, là c'était des t-shirts H&M, hein, donc voilà. Et donc tout ça pour vous dire que même si vous n'avez pas de machine à coudre, hein, ça peut se faire facilement à la main. C'est du 100% récup à fond, mais au moins on jette pas. Et puis ce qui n'est pas utilisable en sac à vrac, ça peut être transformé en chiffon, en tout ça. Bref, je ne vous apprends rien. Je vois que ça fait déjà plus de 50 minutes que j'enregistre. Il va être temps de fermer cet épisode. Je sais pas si je peux enregistrer la semaine prochaine parce que je ne serai pas chez moi. Je vais essayer quand même. D'ici là, j'espère avoir terminé les pièces de mon Gus, avancé sur le Soldotna. Et puis pourquoi pas commencer de nouveaux projets. En tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end à venir, une bonne semaine et un bon tricot. Je vous dis à l'épisode suivant.